Merci beaucoup à MoveAI pour l'invitation ce matin. Puis, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous pour amorcer une conversation de comment est-ce que vous prévoyez vous adapter aux défis qui sont présentés par l'évolution de la technologie et de ses applications. Alors, comme Guillaume a mentionné, je m'appelle Jean-François Lefort, je suis directeur d'opération pour le groupe Talent de Scale AI. Mais on va revenir à mon rôle, Scale AI, et comment on peut travailler ensemble pour vous. Mais ce matin, j'aimerais commencer par vous poser quelques petites questions quasi importantes. Êtes-vous prêt? Oui? Prêt? Non? Est-ce que vos organismes, vos organisations, est-ce qu'ils sont prêts? Avez-vous les ressources, les axes stratégiques, les processus en place pour aller chercher la valeur de vos données, à implémenter l'intelligence artificielle dans vos entreprises? Mais de façon plus importante, est-ce que vos équipes sont prêtes? Est-ce que vos employés ont les bonnes connaissances, les bonnes compétences, les bons outils pour aller chercher cette valeur-là? C'est pas vraiment un secret que récemment, dans les dernières années, il y a beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle pour changer le modèle d'affaires, pour aller chercher, pour gagner un avantage concurrentiel. On vise à faire des acquisitions, faire du R&D, réaménager nos opérations, tout en espérant de mieux prédire, de mieux recommander, de mieux détecter, d'aller chercher cette valeur-là dans les données. En faisant ça, on devient plus efficace, on change notre modèle d'affaires, on devient plus profitable. Si on pense à qui, je vous pose la question, qui a fait ces investissements? De quelle entreprise est-ce que je parle? Bien entendu, on a Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft. Mais il y a aussi les grandes banques, les retail giants comme Walmart. Mais depuis qu'on a été créé il y a 1 an, comme Supergrap, il y en a 5 au Canada, nous on est ici à Montréal, on a fait des partenariats avec des entreprises canadiennes, des grandes, des petites, mais des entreprises ici à Montréal aussi. Il y a 2 semaines, on a annoncé qu'on a fait un partenariat avec Air Canada, Thales, CAE, Cadillac Fairview. Oui, OK, des grandes entreprises, mais on a aussi des PME, des startups, nos Plotly et Ova. Ces entreprises-là font le move pour aller chercher la valeur, changer le modèle d'affaires et aller exploiter les données. C'est devenu un actif aujourd'hui. Alors, peut-être que vous me posez la question, je suis ici ce matin, mais c'est quoi le rapport pour moi? Est-ce que ce shift-là, s'il y a en fait un shift, se passe dans mon industrie? Est-ce que mes compétiteurs le font? La question, c'est que je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une firme aux États-Unis d'analyse d'emploi qui a reporté il y a 2 semaines qu'il y avait 530 000 postes ouverts où un des prérequis, c'était une connaissance du Python. 75 000 de ces postes-là étaient des postes d'entrée. Alors ça me permet de conclure qu'il y a un shift. Il y a une demande, puis il faut y répondre. Il y a aussi une simulation faite par McKinsey qui dit que les entreprises qui arrivent à déployer une solution en intelligence artificielle sont capables d'aller chercher une croissance économique supérieure à leur compétition. On vient élargir le gap.
Mais l'intelligence artificielle, ça reste que c'est un processus, un algorithme. Ça ne se nourrit pas tout seul, ça ne s'entraîne pas tout seul. On doit investir, on doit y mettre du temps, des ressources. On doit évoluer avec l'algorithme. Mais au centre de ça, c'est les personnes, c'est vos équipes. Alors, c'est important d'investir dans vos équipes. Alors, nous, chez Scale AI, comme j'ai mentionné, on est une des super grappes. Alors, il y en a 5 au Canada, puis nous, on est ici à Montréal pour accélérer l'adoption, de sortir l'intelligence artificielle du labo, puis de le déployer et de le commercialiser. On est ici pour faire des partenariats avec vous sur 3 axes. Le premier, qui est je vais mentionner qu'on a un fonds, on est un fonds de 283 millions de dollars. C'est un peu important. Le côté investissement, dans le fond, c'est de faire des partenariats avec vous pour justement déployer des solutions en intelligence artificielle. Au Québec, les entreprises bénéficient d'un remboursement de 50 % parce qu'il y a une combinaison du fédéral et du provincial. Le reste du Canada, c'est 40 %. Jusqu'à présent, on a fait des projets au Québec, en Ontario et à travers le Canada aussi. Pour le développement de la main-d'œuvre, le groupe Talent, nous avons 2 programmes, un fédéral qui n'est pas tout à fait en ligne, mais le programme provincial qui a été lancé au mois de septembre dernier, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Puis ici, c'est 3 axes. On a les programmes de formation publique, où est-ce que nous, on subventionne 25 % du coût du cours. Le deuxième, c'est les programmes de formation de formateurs, où est-ce que nous, on rembourse 50 % des coûts. Puis le programme pour lequel je suis vraiment, vraiment excité de vous parler aujourd'hui, on n'a pas le temps pour des questions après, mais je vais tourner dans le décor par après. Je n'ai pas goûté au croissant encore, alors venez me poser des questions. C'est 85 % de subvention pour le premier 117 000. Ça veut dire que nous, on vous offre une subvention de 100 000 $. Au-delà de 117 000, on offre un remboursement de 50 %. Ça, c'est vraiment une solution développée par des professionnels, des partenaires comme MoveAI pour répondre à vos besoins, pour aller chercher ce gain en productivité-là et pour bien équiper vos équipes. Le troisième volet de Scale AI, c'est d'encadrer les PME, d'encadrer les accélérateurs, les incubateurs à travers le pays. Alors, c'est un programme où est-ce qu'une start-up peut obtenir jusqu'à 50 000 $ de subvention selon l'incubateur et selon le type d'entreprise. C'est une stratégie qui couvre vraiment le spectrum pour vraiment répondre à vos besoins, de faire croître le PIB du Canada puis de créer des emplois. Les projets visent la chaîne d'approvisionnement, les investissements, le développement de la main-d'œuvre, on vise le CEO comme l'employé de première ligne. C'est un programme axé sur les développements des connaissances en intelligence numérique. L'intelligence numérique, c'est vraiment la fondation de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que notre programme est si large. Avant de terminer, je vous laisse avec une dernière petite pensée. J'ai trouvé des recherches que MIT a conclu que ce n'est pas un manque de capacité technique qui empêche le déploiement de l'intelligence artificielle. C'est le manque de personnes qui développent une compréhension intuitive de l'intelligence artificielle et qui est capable de le déployer pour aller chercher de la valeur. Encore une fois, on parle de personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Écoutez, on ne s'attendait pas à autant de personnes, un déjeuner, surtout dans le Myland avec les places de parking.
On sait que c'est un challenge en soi. Donc, merci beaucoup. Attends un peu. Voilà. Donc, on est très content d'avoir notre premier AI Morning. Donc, c'est une suite de plusieurs. Guillaume, s'il ne le savait pas, maintenant il le sait. C'est Guillaume en charge du marketing. Donc, aujourd'hui, on va parler de la prédiction des commodités. Et mea culpa, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, ici, juste pour le démystifier un peu, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de techniques pour améliorer le forecasting. Donc, c'est à peu près ça. Je pense déjà que ça va rapprocher un petit peu plus de monde. Si on l'avait dit avant, peut-être qu'on aurait encore plus de monde ici, mais c'est correct. Merci beaucoup. Vous êtes les vrais, les real. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Olivier Blais. Je suis cofondateur de MoveAI et c'est moi qui est en charge de la pratique de sciences des données. Bonjour, je suis Simon Dagenet, je suis data scientist chez MoveAI. Je suis souvent impliqué dans les projets de prédiction de prix de commodités et je suis aussi détenteur d'une maîtrise en économie à HEC Montréal. Donc, dans les prochains 30 minutes environ, ce qu'on va parler, c'est qu'on va parler, premièrement, pourquoi l'intelligence artificielle. On galvaude beaucoup ces mots-là, on va le définir rapidement. Puis par la suite, on va parler de cas concrets. Donc, on va rentrer dans le concret, puis aussi, on va parler de structure. Comment structurer un problème pour être capable d'en bénéficier. Puis là, on va tomber concrètement dans la prévision des prix, okay, dans le forecasting. Par la suite, Simon va prendre la parole et va parler de techniques plus concrètes pour y arriver, puis pour maximiser la valeur, l'output qu'on va recevoir. Donc, pour maximiser les bénéfices que vous allez encourir en utilisant les techniques d'intelligence artificielle. Donc, on va sauter dans le vif du sujet. On parle souvent d'AI, on parle de robotique. Dans le domaine des commodités, par exemple, un cas concret serait du algorithmic trading. On a une machine qui achète automatiquement sans humain. C'est une forme, mais je dirais que c'est la forme la plus avancée au niveau des commodités. Donc, d'avoir un agent autonome qui fait tout par lui-même. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des techniques sous-jacentes parce qu'il y a possibilité d'aller chercher un gros bénéfice de façon incrémentale. Ça ne sert à rien d'essayer de bouillir l'océan en une journée. Donc, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est essentiellement un système informatique qui est capable d'automatiser une prise de décision ou une action en utilisant l'intuition humaine. Donc, comment ça s'applique aux commodités? Ce serait, par exemple, le développement d'insights et de stratégies concrètes en utilisant de multiples variables, donc beaucoup plus d'informations que ce qu'on fait actuellement. En forecasting, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le passé de ce qu'on veut prévoir. Et souvent, on assume que le passé va être garant du futur. Dans beaucoup de situations, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que des technologies un petit peu plus avancées nous permettent d'utiliser d'autres informations pour être capable de complémenter puis d'améliorer notre performance. Donc, on peut penser à des situations où il y a beaucoup de variations dans les prix. Donc, ici, on va parler de volatilité. Donc, être capable de comprendre quand il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a beaucoup de variations, donc des peaks and valleys, on va être capable de comprendre, d'aller chercher de l'information supplémentaire, donc du contexte, pour être capable d'y arriver, puis de prédire il va y avoir une vallée, il va y avoir une grosse dégradation, une grosse diminution des prix, et comment on peut attaquer cette opportunité. Donc, si on regarde souvent du forecasting, souvent, comment on va le voir? On va voir un forecasting qui va tranquillement monter ou tranquillement descendre, puis on va manquer ces belles opportunités de pouvoir transiger. Une autre opportunité, c'est d'être capable d'utiliser beaucoup plus d'informations. Puis souvent, c'est de l'information qui est déjà à la disponibilité de la population. Par exemple, utiliser des données météo. Ça existe depuis très longtemps, c'est disponible en ligne, c'est souvent disponible, il y a même des solutions qui sont gratuites. Puis dans certains cas, c'est pratique. Utiliser des données sur, par exemple, Twitter, sur les flux de nouvelles. Donc, quand il y a des nouvelles par rapport à un certain sujet, c'est sûr que ça peut être d'actualité.
parce que ça parle de tendance dans notre marché. On peut utiliser des données boursières, par exemple, des données sur l'économie, parce que l'économie va influencer les tendances de toute façon, et souvent, c'est une réflexion des tendances. Et même, il existe, par exemple, avec Quandl, il existe des données qui sont alternatives. Donc, si on prend toutes ces données et qu'on utilise ce contexte que ces données-là nous donnent pour nous aider dans notre forecasting, c'est certain qu'on va avoir qu'on va gagner en efficacité. Donc, on va avoir beaucoup plus de contexte, on va pouvoir prendre des meilleures décisions. Puis en passant, avant de rentrer dans l'exemple concret, juste expliquer que quand on parle de commodité, on va parler de commodité au sens large. Donc, que ce soit à la bourse, des stocks, que ce soit de regarder, par exemple, le prix des métaux, que ce soit regarder des biens périssables, par exemple, ou de regarder des devises, les méthodes vont être les mêmes. Comme un peu on parle de forecasting, quand on fait un forecast, souvent on ne se pose pas de questions. Quand on ouvre Excel puis on fait notre courbe, ce qui est une régression linéaire, ou sinon c'est une moyenne mouvante, on ne se pose pas tout le temps de questions, puis c'est la même chose ici. Donc, les méthodes qu'on va vous présenter vont être applicables, peu importe le type de commodité. Mais aujourd'hui, ça va être un petit peu plus léger. On va parler de quelque chose qui est un petit peu plus particulier, qu'on ne s'attend pas. On va parler d'un projet qu'on a fait pour prédire le prix de l'amande. Donc, ici, c'est une publicité du Almond Board of California, parce que, si vous ne le saviez pas, la Californie est l'endroit où il se produit le plus d'amandes. Donc, au moins, on sait qu'on va se coucher moins niaiseux, minimalement, parce que maintenant, on sait que l'amande est produite principalement en Californie. Mais, pour revenir, excusez-moi, on va revenir à mon exemple. On travaille avec une compagnie d'achat et de revente d'amandes, donc achète à l'international et revend localement. Et cette compagnie était très intéressée à en savoir plus sur les fluctuations de prix de l'amande, pour plein de raisons, comme par exemple pour être capable d'optimiser son inventaire. Est-ce que j'achète aujourd'hui? Parce qu'on s'entend que quand tu achètes de l'amande, tu n'achètes pas une amande, tu achètes des containers, puis ça prend beaucoup de place. Donc, est-ce que j'achète l'amande aujourd'hui et je remplis mon inventaire, je remplis mon entrepôt, ou j'attends dans 6 mois pour acheter mon amande? Il y a aussi une question de profitabilité. Plus on est capable de prédire les baisses de prix, les hausses de prix, plus on est capable de prédire, de décider quand acheter et quand vendre notre produit. Puis par la suite, c'est la minimisation des risques. Donc, quand on connaît les fluctuations dans le futur, on se sent plus sécure, on sait on gagne confiance dans notre stratégie, puis on est capable d'être un petit peu plus agressif puis d'adapter notre stratégie en conséquence. Donc, voici un peu le contexte. Donc, c'est des prix par livre qui vont varier. Il y a quand même une bonne variation dans le sens que ça varie entre environ 1,50 $ et 4 $. Donc, il y a quand même un bon gap. Puis ici, c'est des prix qui sont annuels, donc on ne voit pas les mouvements, mais ça a beaucoup de mouvements. Puis, Simon va parler tantôt de toutes les données qui sont requises pour être capable de prédire. Mais ce n'est pas chose facile. C'est quand même des noix qui poussent. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont nécessaires pour arriver à une bonne prévision. Donc, au bout du compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les prix, donc les prix réels qui ont été négociés dans le passé, et ça a été quelque chose qu'on appelle notre cible. Donc, notre cible, c'est de se dire, à tel moment, le prix a été acheté à tel prix. Donc, maintenant qu'on sait ça, puis qu'on le sait à plusieurs reprises, on est capable de regarder l'état de la situation à ce moment-là, puis même un peu avant, puis on est capable de dire, comprenant l'état, comprenant le contexte au moment de l'achat, on est capable de savoir que c'est le bon prix qui a été payé. Donc, ça, quand on le fait quand on a un gros échantillon avec plusieurs prix, puis avec beaucoup de données, on est capable de faire une bonne tâche de prédiction. Donc, ce qu'on va prédire, puis je vais parler tantôt des différentes structures, mais on a pris ces données-là, puis on a gardé un échantillon de données. Donc, il y avait environ 20 % des prix qu'on avait
qu'on a décidé de garder dans notre back pocket. Donc, on appelle ça un échantillon de validation. Donc, pour s'assurer que nos modèles soient, on appelle ça généralisables. Donc, quand on développe de l'apprentissage machine, c'est important de s'assurer que notre apprentissage machine fonctionne sur des données qui sont inconnues de l'outil. Parce que c'est le but au bout du compte. Donc, c'est pour ça qu'on décide de prendre une partie des données puis de les garder de côté. Pour le reste des données, on a décidé de les utiliser pour faire notre modèle. Donc, ici, si on peut voir, le training set, c'est ce qu'on a utilisé pour faire notre modèle. Donc, on parle d'environ 80 des données qu'on prend et qu'on entraîne. Donc, avec ça, on est capable de découvrir des tendances. Donc, c'est des techniques statistiques avancées qui vont trouver des tendances. Puis, par la suite, quand on est confortable avec ces tendances-là, on les valide avec notre échantillon qu'on avait gardé de côté. Quand on est satisfait de ça, on est content, on cheer. Puis par la suite, on le met en production. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que ce modèle-là est prêt à utiliser des nouvelles données. Donc, en ce moment, je prends mon modèle, le modèle qui a été validé, et je suis capable de prédire dans le futur. Une autre petite note, c'est qu'un modèle un modèle d'intelligence artificielle, c'est bon pour une chose en particulier. Donc, dans le cas de notre client, on a développé un modèle qui prédisait le prix dans 30 jours, dans 60 jours, dans 120 jours et dans 180 jours. Donc, avec ça, on a été capable d'avoir le prix à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais c'est quand même ces 4 modèles. Donc, c'est pas vrai on n'a pas encore la technologie pour arriver avec des modèles généralistes. Donc, c'est très, très, très précis en ce moment. Donc, on est obligé de refaire l'exercice à 4 reprises. Donc, je vais juste mentionner que c'est bon, qu'un modèle est bon pour un problème très précis. Donc, ici, je vais vous parler de certains cas, certaines façons de structurer vos projets. Je vais y aller en ordre de facilité. Donc, une des façons les plus faciles d'arriver à vos fins serait en prédisant les fluctuations. Donc, quand les prix montent, c'est quoi la probabilité que le prix monte aujourd'hui? Si la probabilité est près de 100 on peut se dire, OK, le prix va monter, donc je vais pouvoir avoir tel type de stratégie. Ou c'est quoi le prix qui monte dans 30 jours, dans 60 jours? Et ça, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin de prévoir un prix précis. On arrive juste avec, dans le fond, c'est la prédiction que ça monte ou que ça descende. Donc ici, par exemple, la prédiction que ça monte, donc au moment où est-ce qu'on voit les petites flèches vertes, par exemple, notre but, c'est de prendre de l'information au préalable. Donc, c'était quoi le contexte qui précède les augmentations? Ce qu'on a décidé de prendre, c'est que nous autres, on avait pris 90 jours. Donc, on prend, dans le fond, c'est quoi les 90 jours? C'est quoi qui s'est passé dans 90 jours avant une hausse de prix? Puis c'est ça qui nous permet après ça de dire, si jamais on retrouve les mêmes tendances, bien, on va savoir qu'il y aura une hausse de prix. Donc, on va être capable de le prédire. On fait la même chose avec les diminutions de prix. Donc, de cette façon-là, on est capable de comprendre un peu s'il y a une hausse ou une baisse de prix. Puis même, il y a des fois où on va prédire une hausse et une baisse en même temps. On sait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Dans le fond, c'est là l'incertitude qu'on va être capable de découvrir. Sinon, nous, par exemple, puis je vais vous présenter après c'est quoi le résultat, on est allé plus loin que ça. On a décidé de prédire le prix précis. Pourquoi? Parce que de savoir qu'une hausse de prix, c'est le fun, c'est utile, ça l'amène un bénéfice, mais c'est une hausse de prix de 2 % ou de 60 %? Ça fait une grosse différence. Donc, ici, et je vais vous montrer, c'est très geek, désolé. Donc, puis c'est petit en plus. C'est pour pas qu'on voit exactement les prédictions. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on a les 4 modèles que je vous ai parlé, ceux-là de 30 jours, 60 jours, 120 jours et 180 jours, qui sont comparés avec le prix réel dans le temps. Donc, avec ça, on est capable on a démontré qu'on est capable de précisément identifier le bon prix au bon moment.
Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut aussi, non seulement, dans le fond, tous les bénéfices que j'ai parlé tantôt au niveau de l'inventaire, au niveau de la profitabilité, puis au niveau puis au niveau des risques, mais il y a aussi au niveau du flux de trésorerie. Si on sait le prix dans 6 mois, bien, on sait combien qu'on va payer probablement, puis on va être capable de s'assurer d'avoir l'argent de côté. Même si le prix monte puis qu'il faut absolument acheter de l'amande, bien, au moins on va savoir combien on va payer. Puis aussi, j'aimerais vous amener sur 2 petits points en particulier. Donc, ça, c'est des pics. Et quand on parle de volatilité, donc d'incertitude, on n'a pas été capable de modéliser ces 2 pics-là. Et c'est juste pour vous rappeler que même si un modèle est très performant, mais tout de même, c'est de la probabilité. Puis ça, il faut être conscient. C'est pas vrai qu'on va avoir quelque chose qui est bon à 100%. Donc, la question que vous devriez vous poser, c'est quoi le minimum de performance que ça me prend pour être efficace? Donc, c'est tout le temps c'est une question qui est importante parce que sinon, vous risquez d'être déçu. Donc, ça m'amène à mon prochain cas, qui est d'être capable de comprendre la volatilité. Comme je disais tantôt, on va dire qu'on est capable de savoir quand ça monte. Alors, on va dire qu'à un moment donné, on prédit que le prix va monter et qu'il va descendre. On sait qu'il y a un problème. Donc, on est dans un cas de haute volatilité. Il y a beaucoup d'incertitudes. Puis de l'incertitude, bien, c'est problématique, mais c'est quand même bon de le savoir. Parce que s'il y a de l'incertitude pour vous, il y a de l'incertitude pour les autres acteurs du marché. Donc, quand on comprend cette volatilité, on est capable d'agir, puis on est capable aussi de comprendre c'est quoi qui arrive. Puis peut-être que ça va nous aider à comprendre si notre modèle est performant ou s'il faudrait qu'il soit réentraîné. Et finalement, et ça c'est la MEC, c'est la cerise sur le sundae, mais c'est d'être capable d'anticiper la réaction du marché. Donc, quand on est capable de comprendre la fluctuation, donc si on prédit que ça va être en hausse, et qu'on est capable de comprendre la volatilité, donc l'incertitude sur le marché, bien maintenant, on est capable de savoir, OK, est-ce qu'il faut que j'attaque le marché? Est-ce qu'il faut que j'achète agressivement parce qu'on prédit une hausse incroyable avec très peu d'incertitude? Ou on est dans une période avec beaucoup d'incertitudes et il faut que je fasse attention, il faut que je commence à regarder le volume de transactions de mes compétiteurs pour être capable de voir où s'en va la commodité. Donc, c'est des questions qui sont fondamentales et on est capable d'y répondre. Donc, finalement, au niveau des différentes approches, c'est important, puis oui, je comprends que quand on parle de algorithmic trading, puis d'avoir un agent autonome qui va acheter et vendre de façon automatisée, c'est un grand pas vers l'avant, puis oui, ça va amener des bénéfices, mais il y a possibilité, de façon itérative, d'arriver à des résultats puis des bénéfices maintenant. Puis, même au point de vue de l'adoption, ce n'est pas toujours idéal d'avoir un outil qui transige automatiquement. C'est important aussi d'avoir l'adoption au niveau des unités d'affaires. Merci, Olivier. Donc, merci. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu comment on peut aider un trader de commodité à utiliser des outils d'aide à la décision basés sur l'intelligence artificielle. Puis aussi, ensuite, je vais vous parler un peu de la méthodologie qu'on a employée pour favoriser cette adoption-là, puis aussi s'assurer qu'on a des modèles qui sont valides dans le temps. Donc, la première étape de tout projet d'intelligence artificielle, c'est vraiment de se plonger dans le day-to-day de nos clients, puis de comprendre comment leurs processus d'affaires sont dirigés, quel genre de décisions ils prennent à chaque jour. On a vite découvert qu'un trader de commodité, ça ne trade pas du tout comme un trader en bourse. En fait, il y a beaucoup de contraintes physiques, par exemple à l'achat. Donc, notre trader faisait beaucoup d'achats sporadiques dans l'année en grande quantité. Donc, il y avait une espèce de risque associé à chacun de ses achats. Par exemple, la prédiction qu'on lui donnait devait absolument être précise, sinon, il y avait un gros risque de perte de profit ou de l'induire en erreur.
on a aussi réalisé que notre trader en question était aussi déjà très data-driven. En fait, il utilisait beaucoup de sciences de bases de données déjà pour guider son intuition puis essayer de prédire lui-même un prix dans le futur. Donc, tout ça, ces bases de données-là, ces intuitions-là, en fait, pour nous, c'était ultra important d'engager cette discussion-là avec lui pour qu'on soit capable nous-mêmes de construire notre base de données. Donc, voici une tige d'amandier. Donc, peut-être que vous ne savez pas à quoi ça ressemblait, moi non plus, il y a 6 mois. Mais en fait, il y a beaucoup de facteurs qui amènent une bonne récolte d'amandes ou une mauvaise récolte. Et c'est ces facteurs-là, en fait, qui vont influencer ultimement le prix. Parce que dans le marché de l'amande, en fait, l'offre a beaucoup d'importance. Donc, notre trader en question utilisait déjà beaucoup de sources de météo, de sources de tombes de neige en Californie. Il utilisait déjà aussi beaucoup de rapports d'industrie reliés à l'offre, à la quantité transigée sur le marché. Donc, c'est toutes ces données-là qu'on a utilisées pour construire notre base de données. Puis ensuite, une fois qu'on a une base de données où on sent qu'il y a assez d'informations qui peut amener le marché vers la hausse ou vers la baisse, par exemple, vient le moment où que tous les data scientists adorent le plus, c'est-à-dire choisir le modèle à utiliser. Donc, ça, c'est en fait un modèle naïf qu'on utilise en statistique qui s'appelle le Moving Average ou le ARIMA. Ces techniques-là, c'est des techniques statistiques un peu plus traditionnelles, en fait. C'est des modèles autorégressifs. Ce n'est pas ça qu'on a utilisé pour bâtir notre modèle. En fait, les modèles de Moving Average ou ARIMA basent leurs prédictions sur le prix du passé. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose que le prix qu'on prévoit dans le futur soit basé sur le passé? En fait, oui, parce que jusqu'à un certain point, ça nous donne l'information sur à peu près le range dans lequel le prix va se situer. Mais il y a un aspect fondamental que ces modèles-là ne sont pas capables d'anticiper, c'est la volatilité, comme Olivier l'a mentionné tantôt. Donc, par exemple, ici, on remarque des fortes volatilités de hausse et de baisse de prix, mais le prix lui-même n'a pas l'information pour anticiper cette volatilité-là. Donc, en parlant de volatilité, je pense que je vais donner un exemple un peu plus concret. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Donald Trump. Et lui, c'en est un qui a ancré de la volatilité sur les marchés avec ses tweets. Donc, à chaque fois qu'il divulgue de l'information, cette information-là se traduit en volatilité sur le marché et il existe des modèles d'apprentissage profond qui sont capables de comprendre tout ce contexte-là, toute cette information-là du langage pour créer sa prédiction. En fait, c'est un peu des modèles comme ça qu'on a utilisés pour prédire le prix de l'amande. On voulait que nos modèles soient capables d'ingérer le plus d'informations possible, de comprendre la relation entre chacune de nos variables pour créer la prédiction la plus précise possible. Donc, c'est un modèle d'apprentissage profond qu'on appelle Recurrent Neural Network. Donc, c'est un modèle qui est très utilisé en série chronologique et qui dit apprentissage profond, dit boîte noire, on le sait, mais maintenant, en fait, l'avantage, c'est qu'il existe des techniques statistiques qui nous permettent de comprendre l'importance de chacune des variables, en fait, d'ouvrir le capot de nos modèles et de voir qu'est-ce qui nous permet de dire que notre modèle a émis telle prédiction ou pas. Et de passer à travers cette étape-là, en fait, ça a 2 grandes utilités. La première, c'est de valider nos prédictions, et la deuxième, c'est aussi de donner confiance à l'utilisateur en la prédiction du modèle. Donc, quand on ouvre le capot, en fait, ça nous donne un graphique comme ça, qui nous donne un peu l'information sur l'importance relative de chaque variable. En fait, ça nous dit quelle variable est capable d'influencer le prix vers le haut ou vers le bas. Donc, dans le cas de l'amande, par exemple, on voit que les indices de sécheresse avaient une forte importance sur la prédiction du prix. Puis ça, en fait, ça a vraiment conforté en fait, notre utilisateur parce que déjà, lui, se basait sur beaucoup d'indices qui étaient en lien avec ces indices-là. Aussi, en fait, une autre étape importante, c'est la méthodologie d'entraînement. Nous, on utilise une méthodologie qui s'appelle Blocking Time Series. En fait, c'est juste une façon fancy de dire qu'on va tester notre modèle sur différentes
portion dans le passé pour voir à quel point est-ce que notre modèle est capable de s'adapter à différentes fluctuations ou à différents types de scénarios. Donc, ça nous permet un peu plus de robustesse, puis ça permet vraiment, en fait, d'avoir une impression plus globale de la performance de notre modèle et pas seulement sur la dernière période dans le passé. Finalement, la dernière étape de tout projet d'intelligence artificielle, c'est bien entendu le monitoring de nos modèles et le monitoring du système avec le client. Donc, on s'assure, à force du temps, à force que les variables évoluent, que notre modèle ne se dégrade pas, que la performance reste similaire dans le temps, même s'il y a des changements de tendance ou des changements économiques qu'on n'avait pas prévus, par exemple. Donc, c'est tout pour nous, c'est tout pour la présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, on serait vraiment intéressé d'en entendre plus sur vos questions. Donc, en ce moment, on ouvre. The floor is yours.